Donc Emmanuel Combarel qui est architecte et Bruno Georges qui travaille au bureau d'études OTIS. Je ne sais pas lequel de vous deux commence. C'est toi Bruno 20 petites minutes. Et puis voilà. Allez. Eh bien bonjour. On va vous parler d'un projet qui est en cours sur Grenoble. Pour ceux qui connaissent le centre de Grenoble avec le cinéma Pathé, derrière il y a l'immeuble de la Poste là qui est un IGH. En gros, un été comme on n'en a jamais vécu, un hiver qui... On se pose des questions. Tout ça pour dire que ce dont on va parler tous les deux, c'est pas un machin hors sol, ça existe pour de la vraie, et c'est aujourd'hui. Quelques petites photos illustrant le paysage de ces derniers mois, où ça a fait un petit peu plus mal que d'habitude, où on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui clochait un peu. Voilà, ça fait 20 ans qu'on en parle, ça fait 20 ans qu'on alerte, maintenant c'est bon, on y est, et on est en plein dans les travaux pratiques. Donc la logique de cette affaire-là, c'est soit on pleure, c'est possible, il y en a beaucoup qui le font, soit on se met vraiment à éviter le carbone, parce qu'il y a un lien direct entre les quelques images que vous venez de voir et ce fameux carbone. Donc c'est clair, il y a trop de carbone, et quelque chose qui peut rassurer certains, il n'y a plus besoin d'être écolo pour agir contre le carbone, pour réduire les émissions de carbone. La nécessité, elle est économique aujourd'hui, ça apparaît de manière de plus en plus claire. Et puis, si on ne bouge pas, les conséquences, elles seront sociales et sociétales. Et c'est là où ça devrait commencer à gratter d'autres gens que les écolos, pour lesquels c'est un fonds de commerce depuis quelques années. J'en suis un. Donc, on a toujours vu cette histoire de réduire, réemployer, recycler. Attention, on présente ça parfois comme le panthéon de la chose. Non, c'est pas ça, c'est des outils. C'est des outils, c'est même d'excellents outils, voire même les meilleurs outils pour réduire les impacts carbone de nos actions de construction et d'aménagement du territoire. Donc il y a un machin qui s'appelle SNBC, pour ceux qui suivent ça de près, qui est la stratégie bas carbone que l'État a mis en place. C'est assez récent, hein, ça date le décret du 21 avril, et dans lequel on nous a mis une cible à 2030, une cible à 2050. 2030, ça va, c'est accessible. Il faudra se bouger un petit peu, effectivement. Il faudra un peu d'agilité, un peu de travail collaboratif avec les architectes, avec les maîtres d'ouvrage aussi, qui sont quand même les acteurs principaux. Il faut réduire, il faut réemployer, il faut recycler, il faut mettre les bons matériaux. En gros, c'est encore pas vraiment habituel pour beaucoup de gens, mais limite, c'est mainstream. Limite, on sait faire ça à portée de main. Là où ça déconne vraiment, et j'ai un mot vulgaire parce que ça déconne, c'est le step 2030-2050, où là, vous voyez le petit graphique qui vient de l'État, hein, c'est pas inventé, et ça marche pas, on ne sait pas faire. Il faut être très clair, on ne sait pas atteindre les objectifs 2050 avec les modèles qu'on a aujourd'hui. Donc, faire autrement, c'est de la rupture. Il faut cette rupture pour qu'on atteigne ces objectifs, parce que si on ne les atteint pas, hein, vous vous souvenez, pour ceux d'entre vous qui ont commencé à s'intéresser à ça il y a quelques années, le 1,5 degré, on ne va pas le dépasser. On entend de plus en plus 2,5, 2, 3,5, j'ai entendu, un grand chef d'entreprise récemment. Donc le sujet, c'est que ces changements-là qu'il faut acter, et c'est pour ça que ce n'est pas simple, ils sont essentiellement culturels. Hein. On est dans des logiques d'imaginaire, on est dans des logiques de changer nos visions des choses, et cette rupture qu'on va devoir faire à partir de 2030, eh ben, il faut maintenant, tout de suite, la préfigurer, puisque, comme c'est culturel, c'est un petit peu lent cette affaire-là. Hein. Donc, la logique, c'est une analyse rationnelle, hein, on n'est pas dans des postures, on n'est pas dans des yaka-faucons, on n'est pas dans du catastrophisme, on n'est pas dans de l'intégrisme, on est de la rationalité et du réalisme dans l'analyse. Et puis derrière, des actions concrètes, avec de l'humilité, parce qu'on vit dans une société de 2022, hein, on est sorti du transport en commun, et ce soir on va aller se coucher dans un vrai lit. Donc on est dans une société dans laquelle il faut du réalisme pour pouvoir agir. Donc à la fois la vision dans l'analyse, et à la fois le pragmatisme dans les actions. Et il faut vraiment mener les deux. Et pour illustrer ça, on va vous parler du projet de la Poste qu'on est en train de construire, d'imaginer avec GR, le promoteur. Et Emmanuel Combarel va vous parler un peu plus du projet.
Donc le point de départ, c'est un bâtiment de René Gagès pour la Poste à la fin des années 60, donc à Grenoble. Nous, notre réflexion, elle s'est inscrite dans une idée de transmission. En fait, de quoi on hérite et qu'est-ce qu'on va léguer, qu'est-ce qu'on utilise et comment on va passer en fait le témoin. Et donc on s'inscrit dans une idée de temps. Et là, à partir de cette idée, on essaie de trouver une conjonction entre une démarche culturelle et une démarche environnementale. Je crois que le vrai sujet, c'est ce que disait Bruno, c'est comment on va donner du sens à notre action et comment l'environnement, ce n'est pas seulement technique, ce n'est pas seulement économique, c'est avant tout un projet culturel, un projet de société. Et il faut que l'architecture parle de cette action par-delà les solutions techniques. Donc on prend un bâtiment qu'on va complètement analyser. Donc là, c'est une espèce de maquette. Et on va en faire de l'archéologie, c'est-à-dire qu'on va essayer de garder l'essentiel de ce bâtiment. La caractéristique essentielle, c'est la structure. C'est là où l'investissement maximal en termes d'investissement carbone a été fait. Donc la structure, on va essayer de la garder au maximum, essayer de démolir à minima, de transformer à minima, et on va essayer de réutiliser cette structure d'une façon la plus performante possible. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est merveilleux, c'est là où l'imaginaire commence à être extrêmement intéressant. On va essayer de pouvoir réutiliser chacune des spatialités de ce bâtiment. Utiliser bien sûr les sous-sols qui n'étaient pas utilisés, utiliser aussi la toiture qui était dévolue au système technique, on a évolué, maintenant il faut qu'on donne du sens à cette toiture, et puis on va commencer à transformer le bâtiment en imbriquant différents programmes. C'est un bâtiment tertiaire, la poste a muté, et ça devient un bâtiment où il va rester une petite poste, mais il y aura une école d'escalade en rez-de-chaussée, enfin en sous-sol, pardon. Il y aura donc le bâtiment de la poste au rez-de-chaussée, il y aura des commerces, il y aura un bâtiment de bureau et de coworking, il y aura du logement social, du logement d'accession, un espace de partage, donc là, il va y avoir une crèche, et au sommet, il y a un rooftop avec une salle loisirs festif. Donc un espèce de village vertical, où on a essayé de faire en sorte que 100% des surfaces, 100% des spatialités soient réutilisées dans une logique d'optimisation en fait, de ce qui nous a été donné. Après, dans un second temps, on a décortiqué le bâtiment. Donc là, on a fait un audit, on a pris tous les corps d'État d'une façon un peu libre, et on a commencé à les mettre en scène. Et en fait, on s'est dit, si on veut faire du réemploi, il faut prendre comme présupposé que ce qu'on a comme matière, c'est magnifique. Donc on a essayé de donner de la dignité à tous ces matériaux qui composent le bâtiment. Donc là, voilà, on a fait un reportage extrêmement exhaustif de toutes les composantes de ce bâtiment. Donc c'est ce qu'on voit à gauche. À droite, on a essayé de trouver des solutions pour des réutilisations qui ont déjà été faites sur ce type de matériaux. En fait, c'est un bouquin qui fait 700 pages. Donc c'est un bouquin extrêmement complet qui décompose et qui analyse ce bâtiment avec une part d'audit et puis une part de prospectif avec des solutions qui sont apportées sur la manière dont sont réutilisés ces matériaux. Et à partir de ça, on commence à penser une histoire qui est un peu singulière, où on va essayer de réutiliser d'une façon très cohérente un maximum de ces composants, d'une façon extrêmement directe. Et là, donc, c'est le kintsugi, c'est une technique japonaise. En fait, c'est des vases cassés, et c'est la reconstruction, c'est la réparation qui prend plus de valeur encore que l'objet en lui-même. Et c'est ce travail de transformation. Et donc, c'est un peu ce qui nous guide, c'est comment finalement la transformation va pouvoir donner de la noblesse à ce bâtiment, bien qu'il en ait, c'est un très beau bâtiment qui préexiste. Là, tout ça pour dire que finalement, ce qu'on fait, c'est extrêmement banal. Déjà, donc ça, c'est l'Arche de Constantin à Rome. Ben déjà, il y a 3 siècles de civilisation qui composent ce bâtiment. Et donc, déjà, les Antiques faisaient de la récupération. C'était quelque chose de parfaitement intégré dans le système de constructif. Alors, 3-4 chiffres. On s'est vraiment mis dans la logique de valoriser le déjà là. Là, toute la structure de béton armé qui date de 71, donc qui a aujourd'hui plus de 50 ans, a été conservée. Donc on considère en termes d'ACV qu'elle est déjà entre guillemets amortie en termes de carbone. 10 000 mètres cubes de béton armé qui ont été conservés, 4 000 tonnes de CO2 évitées. Ça fait à peu près l'équivalent du parc Paul Mistral qui est juste à côté en termes de carbone séquestré. On a enlevé la circulation de 2400 camions BN 38 tonnes dans Grenoble, ce que les habitants vont apprécier. Et puis, cette énergie grise qu'on a conservée, qu'on n'a pas dépensée, c'est à peu près 10 ans d'équivalent de consommation, toutes énergies confondues du projet.
Donc tout ça pour dire que on a une efficacité, on a vraiment dans cette logique de vision globale une efficacité avec 72% de part d'énergie renouvelable pour le chauffage, 80% pour la climatisation. On a 160 kW de photovoltaïque sur les toits, on a 70% des déchets d'exploitation qui sont recyclés, on a 6 partenaires locaux. Et là encore, on s'aperçoit que, tout à l'heure j'ai parlé de sociétal et de social, on intéresse le tissu local et il y a des certifications qui viennent un petit peu de l'extérieur qui montrent que ce n'est pas que du discours, c'est de la réalité. On est E3C1 garanti, bien entendu qu'on va viser le C2, mais comme on était pour la première fois à qualifier de l'E+, C- sur de la rénovation, on avait un peu des codes de calcul, donc on pense qu'on sera C2, ou l'équivalent RE 2020 2028. Et puis, on est 40% de moins que la réglementation thermique. Mais je rappelle simplement qu'on est à Grenoble, que Grenoble a posé en PLU 40% de moins que la RT 2012 pour le neuf. Nous, on le fait en rénovation. Simplement, très vite, sur des histoires de BREEAM, on est excellent. C'est pour montrer qu'il y a un tiers qui a certifié cette démarche globale. Et puis, on s'est beaucoup intéressé aux façades. Vous avez vu la géométrie du bâtiment qui est avec de multiples orientations, qui est en site urbain. Donc on a vraiment travaillé avec les architectes et les solutions qui sont... non, on n'a pas travaillé avec les architectes, on a travaillé ensemble et les solutions qui sont adoptées pour faire du bioclimatisme d'hiver et d'été sont complètement différentes en fonction des façades, avec des analyses assez rationnelles, avec des solutions différentes selon les façades et différentes selon que l'usage est tertiaire ou résidentiel. On a fait aussi une grande attention à la qualité de l'air intérieur puisque c'est ultra-urbain. Je vous rappelle qu'on est simplement un peu en retard par rapport à des catastrophes genre Bangkok et Shanghai, dans lesquelles améliorer la qualité de l'air intérieur par l'air extérieur devient un peu un concept, puisque l'air extérieur est épouvantable. Donc on a vraiment cherché sur tous les registres à améliorer cette qualité pour que les gens soient en bonne santé à l'intérieur de ces bâtiments. Mais alors je m'aperçois que toutes les choses qu'on voit ici en violet, on ne les voit pas du tout là-bas. Donc le titre c'est « Mais ne nous égarons pas dans la technique ». L'extraordinaire gap qu'on a à faire aujourd'hui, il est culturel, et c'est, je le redis une deuxième fois, je vais le redire sûrement plein de fois, c'est bien de notre imaginaire qu'il est question. On a à peu près tout sur les étagères pour faire comme il faut. Sauf qu'on n'est pas comme les petits garçons qui essayent de choper la confiture interdite, on ne regarde pas ce qu'il y a sur les étagères. Alors, on est dans des logiques de travailler à changer de modèle et on a de la chance, on a une chance inouïe, parce que la chance fait partie des données d'entrée souvent. On a eu des hauteurs d'étage généreuses. Emmanuel Combarel vous a dit tout à l'heure que l'immeuble était tertiaire à l'origine, donc avec des hauteurs d'étage généreuses qui correspondent à un usage de tertiaire. Et là, on va le passer, comme vous avez vu, en résidentiel aussi. Donc il y avait des prédispositions à ce réemploi non plus des produits, mais cette fois-ci du site complètement, qui était fort, et ces prédispositions, toute l'équipe les ont saisies au vol. Donc les logiques de réemploi de matériaux, de composantes et de réemploi de l'immeuble aussi, c'est en marche. On est dans des logiques à essayer de poétiser ça, et là il y a une belle phrase. Donc Peter Sloterdijk, qui parle de notre société postmoderne. En fait, ce qu'il dit, pour faire court, il dit finalement la prise de bénéfice rapide contredit, qui est donc le confort, contredit toute idée de pérennité. Et en fait, donc toute idée de transmission, et je reviens donc à cette question centrale, c'est qu'allons-nous léguer, et comment nous allons utiliser ce que l'on a. Donc finalement, c'est des questions quotidiennes, c'est quel investissement voulons-nous mettre dans ces projets. C'est des projets qui sont plus exigeants, qui vont demander certainement plus d'implication. C'est donc des projets qui nous engagent. Et voilà, donc peut-être veux-tu conclure sur... Allez, une petite conclusion. Donc aujourd'hui, on est clairement dans le court terme, on est dans la soi-disant économie. On peut rigoler quand on voit les milliards que ça va nous coûter si on continue à attendre comme ça. On est dans des histoires de lobby, d'habitude. On répond à des questions immédiates, mais on injurie un peu l'avenir. On injurie dans ce qu'on va léguer à nos gamins et aux gamins de nos gamins. Il faudrait un petit peu plus de lucidité. Alors, on pense aujourd'hui que la lucidité, elle est là. Tout le monde a un peu pris conscience que c'est la merde. Il faut appeler un chat. Cet été, tout le monde s'en est rendu compte.
Donc cette lucidité, peut-être qu'il faut essayer de comprendre comment on fait cohabiter les habitudes et la rupture. C'est ça aujourd'hui le sujet, comment on fait cohabiter ces choses-là, comment on retrouve du sens, hein, comment ce constat qui est général aujourd'hui, tout le monde a compris. Hein, est-ce que tout le monde a fait le parallèle avec le fait que ce constat qu'on fait aujourd'hui, c'est parce que c'est le modèle qui ne marche pas? Donc on est dans une logique positive, hein, de force de proposition, cette fois-ci à l'intérieur des projets. Pas faire la révolution, pas dire vous inquiétez pas, on va sauver le monde. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, il est complexe et il doit être basé sur des choses scientifiques, sur de l'analyse rationnelle, sur un travail sur la complexité, sur intégrer aussi l'incertitude. Hein, penser à toutes les belles, les magnifiques évolutions et révolutions et inventions qui ont eu lieu les 2 ou 3 derniers siècles. La grande majorité, c'est le hasard, c'est l'incertitude. Donc on a cette chance-là encore. Et puis, bien sûr, l'intelligence collective, quand on parcourt Energy Meeting dans un peu toutes les communications, on se rend compte que ça devient le bon outil, ça devient un outil intéressant. Ce n'est pas d'autres métiers, ce n'est pas des machins nouveaux, c'est bien au cœur de nos propres métiers. Hein. On a les moyens de changer d'imaginaire, il faut le vouloir, redonner du sens à nos vies professionnelles, et peut-être pas que professionnelles, hein, il y a tout ce qui est à côté. Donc pour conclure, il y a cette histoire de questionner le temps. C'est une vraie difficulté humaine, quasi psychanalytique. Hein. On a des échelles de vie qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des problèmes auxquels on est en train de s'attaquer. Et c'est ça qui est difficile. C'est difficile de demander à un élu qui a une durée de vie de 10-12 ans de s'approprier un sujet qui, lui, a une portée à 30 ans. C'est pas simple, c'est humain, c'est normal. Donc la logique, il me semble, rationnelle, parce qu'il faut vraiment éviter toute une espèce de populisme qu'on voit se développer un peu, qui soit de n'importe quel bord, de mettre des indicateurs de progrès. Le sujet, c'est si on développe une stratégie, qu'on met 6 indicateurs, 6 jalons, et qu'aujourd'hui on n'en fait que 2 j'en fais que 2 dans ma vie professionnelle, c'est pas grave, il en reste 4 à faire et quelqu'un d'autre va faire derrière. Mais l'action, elle sera dans le temps long, et ça permet aussi de mesurer les résultats et de raccorder ces échelles de temps qui sont difficiles à raccorder. Merci. Bravo.